black laborers. Selon la loi, les Blancs doivent bénéficier de salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail que les Noirs. Les mineurs noirs se retrouvaient logés dans des cantonnements qui n'étaient pas mixtes. Ils n'étaient pas autorisés à amener leur famille. Leur salaire était très bas, sous prétexte que leurs femmes pouvaient cultiver un lopin de terre là où elles vivaient. Cela permettait de justifier un salaire qui s'apparentait davantage à de l'argent de poche qu'à une véritable rémunération. Les mineurs blancs, eux, s'installaient dans les villes avec leurs familles et gagnaient à peu près 10 fois plus que les Noirs. Dès le départ, la vie dans les villes s'est organisée en fonction de paramètres raciaux. La fièvre de l'or ou du diamant provoque l'arrivée de centaines de milliers de personnes. Le jeune Walter Sisulu est parvenu à se faire embaucher dans l'une des mines d'or de Johannesburg. Les conditions de travail sont extrêmement dures. La différence de traitement entre les ouvriers noirs et les ouvriers blancs le révolte. Walter Sisulu veut agir. Il organise sa première grève. La Grande Dépression de 1929 n'épargne pas l'économie sud-africaine. Des milliers de personnes sont livrées à la misère. Une pauvreté qui touche aussi bien les Noirs que les Blancs. Le pays est confronté à une situation nouvelle. Le problème des Blancs pauvres a été la préoccupation politique majeure des années 1920 et 1930. On a tout fait pour aider les Blancs à sortir de la misère. Cela a donné lieu à une discrimination raciale systématique. Les programmes d'aide ne s'adressaient qu'aux Blancs et on a empêché les Noirs d'accéder à l'éducation pour éviter qu'ils ne puissent faire concurrence aux Blancs. Un secours populaire blanc est instauré avec des distributions de nourriture réservées aux Blancs. Le climat politique est de plus en plus tendu. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde parlait de blancs pauvres et jamais de noirs pauvres. Tout simplement parce que dans les villes, tous les noirs étaient pauvres. Le mécontentement de la population noire grandit. Ils seront nombreux à rejoindre l'ANC, le Congrès national africain, qui sera la principale force d'opposition durant tout le XXe siècle. Les membres fondateurs de l'ANC sont des personnalités libérales, issues de la bourgeoisie noire. Ils s'inspirent des idées du Mahatma Gandhi. Le combat idéologique de Gandhi a commencé ici, à bord d'un train. Durant l'été 1893, Gandhi, jeune avocat récemment arrivé en Afrique du Sud, avait acheté un billet de première classe. Un contrôleur blanc le jette hors du train. La place des Indiens, dit-il, est dans le wagon à bagages, en queue de train. Pour Gandhi, cette première confrontation avec le racisme sud-africain est une expérience clé qui donnera naissance au concept de résistance passive. Gandhi s'est rendu en Afrique du Sud pour raisons professionnelles. Il retrouve des milliers de compatriotes indiens qui ont fui la misère pour venir chercher du travail ici. Attiré en Afrique par une traversée en bateau gratuite, il constitue une main-d'œuvre bon marché. La plupart travaillent dans les plantations de canne à sucre des Anglais. Cadences infernales et châtiments corporels sont courants. À l'expiration de leur contrat, beaucoup quittent les plantations et gagnent les grandes villes. Gandhi est choqué par les conditions de vie de ses compatriotes. Il transfère son cabinet à Johannesburg et fonde la première organisation pour lutter contre la discrimination des travailleurs indiens. Le premier conflit ne tarde pas. L'administration anglaise projette d'instaurer un titre de séjour, un passeport spécial pour les résidents originaires d'Asie. Ce document doit permettre de contrôler leurs déplacements afin que les grandes villes restent blanches.
Dans un premier temps, le gouvernement prétend vouloir renoncer à cette loi si les Asiatiques acceptent de venir s'enregistrer auprès des autorités. Des milliers de travailleurs se présentent spontanément, mais le gouvernement rompt sa promesse et promulgue la loi sur les passeports. Gandhi en appelle à la résistance passive. Les Chinois, que les Anglais ont fait venir pour travailler à bas prix dans les mines sud-africaines, se joignent à la contestation. Cette première contestation pacifique, massivement suivie, servira de modèle à l'ANC. En 1938, le nationalisme blanc connaît l'un de ses temps forts. Les Boers commémorent la grande migration de leurs ancêtres du 19e siècle. L'inauguration du Fort Trekker monument, non loin de Pretoria, donne lieu à une cérémonie solennelle. Zuid-Afrika, ook voor u en voor uw nageslacht. Dus u, o vaders, heiligdom. Afrikaner, o vaders, waar gaan jij heen? Daniel Malan, chef du parti nationaliste, prononce un discours enflammé. Les Boers ont un devoir sacré, dit-il, faire de l'Afrique du Sud le pays de l'homme blanc. Avec la Seconde Guerre mondiale qui a éclaté en Europe, la tension monte d'un cran. De nombreux Boers adhèrent aux idées fascistes de l'Allemagne. L'organisation paramilitaire Ossewa Brandwach, les sentinelles du chariot, est créée. Elle s'inspire des nazis. Hilda et Rusty Bernstein ont d'autres convictions. Ils font partie des rares blancs du pays qui militent activement contre le racisme. Ils sont membres du Parti communiste, la seule organisation politique qui accueille dans ses rangs des opposants blancs et noirs. À l'opposé de l'opinion dominante, Rusty s'engage comme volontaire pour combattre l'Allemagne nazie aux côtés des Anglais. Hilda reste à Johannesburg, où elle est la seule communiste élue au conseil municipal. Elle y poursuit son combat contre les injustices de l'apartheid. Rusty ne reviendra que 4 ans plus tard. Ma mère s'est engagée très tôt en politique. C'était une belle femme, très charismatique et une oratrice hors pair. Elle travaillait sans cesse. Elle débordait d'énergie. À la même époque, 2 hommes se rencontrent à Johannesburg. Ils resteront amis toute leur vie. Ils s'appellent Walter Sisulu et Nelson Mandela. Mandela est avocat, il travaille dans un cabinet. Sisulu est délégué régional de l'ANC. Au sujet de Mandela, il dira plus tard « Dès notre première rencontre, j'ai su qu'il était l'homme dont nous avions besoin pour conduire notre peuple. » Le résultat des élections de 1948 est catastrophique. Le parti nationaliste Boer remporte le scrutin d'une courte tête. Daniel Malan, le nouveau Premier ministre, annonce fièrement « Aujourd'hui, l'Afrique nous appartient à nouveau ». Le parti nationaliste conservera le pouvoir jusqu'en 1994. L'apartheid sera vite érigé en loi. Des dizaines de lois ont été promulguées pour systématiser et légaliser la ségrégation raciale. Une des plus marquantes a été celle sur l'immatriculation de la population, qui classait officiellement les gens en blancs, indiens, noirs ou métis. Il y avait 7 sortes de métis. 7 couleurs entre le noir et le blanc, du travail en perspective pour les fonctionnaires de l'État. Hendrik Verwoerd, le 3e Premier ministre, s'en explique ainsi. Our policy is one which is called by an Afrikaans word apartheid. And I'm afraid that has been misunderstood so often. It could just as easily and perhaps much better be described
as a policy of good neighborliness, accepting that there are differences between people. And while these differences exist, and you have to acknowledge them, at the same time, you can live together, aid one another, but that it can best be done when you act as good neighbors always do. Un bon voisinage dûment réglementé. La mer est réservée aux Blancs, tout comme la plage. Dans les villes, la vie quotidienne est entièrement bouleversée. Sous l'effet des nouvelles lois, les comportements se modifient. Les relations entre Noirs et Blancs sont soumises à des règles strictes. Même sur les passerelles, la population d'Afrique du Sud s'en trouve profondément divisée. Le gouvernement décrète que tous les Sud-Africains noirs devront porter sur eux un passeport, comme les immigrés d'origine asiatique. Cette décision a pour objectif de faire de la majorité des habitants des étrangers dans leur propre pays. Dès le début, les Noirs ont été obligés d'avoir en permanence un passeport sur eux. Ils n'étaient autorisés à s'installer en ville qu'à condition d'y avoir déjà trouvé un emploi ou d'en trouver un dans les 72 heures. Faute de quoi, leur présence en ville était illégale. Les Noirs sud-africains donnent à leur passeport le surnom de stinker, l'ordure. Ce stinker va marquer leur quotidien. Rapidement, plus de 270 000 personnes sont interpellées. Elles n'ont pas leur passeport sur elles. Les prisons sont surpeuplées. Pour la population dite non blanche, la loi sur les passeports est une insulte gravissime et un sérieux défi à relever. À l'ANC, Walter Sisulu doit faire face à une fronde persistante. La faction jeunesse, nouvellement fondée, exige une radicalisation du mouvement. Même sa femme, Albertina, le presse de renoncer à la résistance passive. Pour les membres les plus jeunes de l'ANC, l'heure est venue de passer à la lutte armée. Walter Sisulu refuse de les suivre, pour le moment. La vie quotidienne de la population noire est de plus en plus difficile. Les Blancs veulent des villes blanches dans lesquelles les Noirs n'auront pas droit de cité. Loin des centres-villes réservés aux Blancs, ils s'entassent alors dans les slums, les bidonvilles, où règne une misère effroyable. Le concept de ségrégation raciale implique qu'il y ait des territoires ou des réserves pour les Noirs et des territoires pour les Blancs. Au premier abord, cela paraît sensé. Mais les terres réservées aux Noirs totalisaient 7% du pays, alors que les Blancs disposaient de 93% du territoire. Cette répartition était tout à fait déloyale. Ce partage fixé par la loi est d'autant moins équitable que les Blancs sont au nombre de 2 millions pour 6 millions de Noirs. Dans les homelands, les réserves des Noirs, la pauvreté est immense. Il n'y a pas de travail et les sols sont pauvres. Dans les campagnes, les familles souffrent de la faim. Pour assurer leur survie et celle de leurs enfants, les femmes vendent de l'alcool et de la bière, qu'elles produisent à partir de maïs et de mil, selon des recettes ancestrales. Une pratique interdite, mais largement répandue.
L'industrialisation n'a eu aucune répercussion sur les campagnes, dont le mode de vie est inchangé depuis des siècles. Dans les villes, la classe aisée des Sud-Africains blancs ignore tout de ces conditions de vie. Sauf certains, comme les Bernstein. Les Bernstein, installés dans une maison de banlieue, présentent tous les signes de la famille blanche normale. Ils soutiennent pourtant l'ANC et le Parti communiste. Cela n'est pas encore officiellement interdit. Les partisans blancs de la résistance sont pourtant considérés comme des traîtres par les nationalistes. Hilda Bernstein est journaliste. Elle signe des articles critiques envers la politique raciale. Elle organise également la résistance chez les femmes, ce qui l'amène parfois à enfreindre les lois de l'apartheid. Une situation difficile à vivre pour la famille, notamment pour les enfants. Quand je rentrais de l'école en amenant des amis à la maison, j'avais peur de tomber sur la police. C'était plutôt gênant. Ce qui était encore plus gênant, c'est quand il y avait une personne noire assise à table. À l'époque, ça n'était pas normal. Les domestiques noirs restaient à la cuisine et ne s'asseyaient pas à table. Je ne savais pas comment expliquer ça à mes amis. Hilda Bernstein joue un rôle majeur dans une organisation de résistance passive, le Black Sash, l'écharpe noire. Les femmes se rassemblent devant le siège du gouvernement et le tribunal pour protester en silence, une action qui s'inscrit dans le cadre de ce qui a été appelé la campagne de défi. Au moins 100 000 personnes ont ainsi intentionnellement défié les lois de l'apartheid pour en dénoncer le caractère injuste. C'était facile à faire. Il suffisait de s'asseoir sur un banc avec l'écriteau réservé aux Blancs et vous aviez enfreint la loi. Et la police vous arrêtait. Walter Sisulu se place en tête d'un cortège qui décide d'accéder à la poste par l'entrée réservée aux Blancs. Un acte perçu comme une provocation. Nous sommes le 26 juin 1952, au plus fort de la campagne de défi. Le groupe de Noirs se présente à un guichet réservé aux Blancs pour acheter des timbres. Un geste banal qui constitue un délit dans cet État raciste. Les peines sont lourdes. 9 mois de prison, sans même qu'il y ait eu procès. Des centaines de milliers de personnes se retrouvent en prison. Trois ans plus tard, à Kliptown, près de Johannesburg, se tient le Congress of the People. Le succès est retentissant. Le Congrès populaire vote une charte de la liberté. La terre appartient à ceux qui y vivent. Tous sont égaux devant la loi. Nous combattrons pour ces idéaux main dans la main. Walter Sisulu, Nelson Mandela, Hilda et Rusty Bernstein sont présents. La réaction de l'État est immédiate. The drill hall in Johannesburg, used as a courtroom, drew big crowds to the opening of South Africa's mass treason trial. 152 people, Africans, Indians, Cape Coloreds and Europeans, are accused of plotting to overthrow the government and other treasonable activities. There was strong support for the prisoners from thousands, mostly African, who gathered outside. And later, there was rioting. Les prisons se remplissent à nouveau. Les meneurs sont incarcérés au fort de Johannesburg. Ici aussi, la discrimination raciale est omniprésente. Avec le café, les prisonniers blancs ont droit à du sucre blanc, les Indiens du sucre brun. Les Noirs n'ont pas de sucre du tout. Malgré les discriminations, Walter Sisulu et Nelson Mandela gardent le sens de l'humour. Les cadres dirigeants de l'ANC sont enfin tous réunis au même endroit. Nous allons pouvoir discuter tranquillement des actions futures. Hilda et Rusty Bernstein tombent sous le coup d'un décret de bannissement. Hilda n'a plus le droit de publier, le couple a interdiction de sortir la nuit et de rencontrer des personnes considérées comme suspectes. Hilda et Rusty sont surveillés en permanence. À leur domicile,
Les perquisitions se succèdent. La police recherche des documents compromettants, susceptibles de justifier une nouvelle arrestation. La vie est désormais insupportable. Entre blanc et noir, le fossé se creuse. C'est dur de dire ça aujourd'hui, mais à l'époque, en Afrique du Sud, les Noirs n'étaient pas considérés comme des humains. On ne les voyait pas, on n'avait pas affaire à eux. Ils étaient dans votre maison, ils étaient autour de vous, mais ils n'étaient pas comme vous. Ignorés de la population blanche, un mode de vie et une culture noire se développent. Le magazine Drum connaît un immense succès. Le quartier de Sophiatown, au centre de Johannesburg, revendique haut et fort son identité culturelle. Sophiatown est le lieu de naissance du jazz africain. Et la célèbre Miriam Makeba fait ses débuts sur scène. À Sophiatown, le jazz était partout. Les musiciens jouaient à tous les coins de rue. Toutes les femmes s'habillaient jazzy. Il se passait plein de choses passionnantes. Dans les dancing, on payait l'entrée 25 cents et on dansait toute la nuit sur des airs de blues. Et quand l'orchestre attaquait, quand j'y repense. Mais tout ça, c'est du passé maintenant. Tandy Klassen est une véritable star à l'époque. Mon partenaire s'appelait Chips. On l'avait surnommé Chips, Dieu et son âme. Quand on dansait ensemble, tout le monde savait que quand Tandy danse avec Chips, il n'a Dieu que pour elle. On était fous de jazz, complètement accros. C'était le bon vieux temps à Sophiatown. Mais le quartier est aussi une épine dans le pied du gouvernement. Il décide de le faire raser. La contestation est massive et immédiate. L'ANC organise la résistance. Dans un discours passionné, Walter Sisulu évoque l'attachement des Noirs à Sophiatown. Sans succès. Sophiatown, un soir comme tous les autres. Walter et Albertina Sisulu ont donné rendez-vous à des amis au Sheben, un des bars clandestins du quartier. Ce sera leur dernière rencontre dans cet endroit. The bulldozers are here. Ils arrivent au plus noir de la nuit, escortés par 2000 policiers lourdement armés. Le lendemain, 110 familles sont chassées de chez elles. Le gouvernement baptise cette opération « Forced Removals », déplacement forcé. La rédaction de Drum est fermée, les tavernes de jazz rasées. Sur l'emplacement ainsi libéré, les Blancs construisent leur propre quartier qu'ils appellent Triomphe. En peu de temps et dans tout le pays, des déplacements forcés similaires sont organisés. Des centaines de milliers de personnes sont expulsées de leur foyer, même au Cap, une ville pourtant libérale.
Mais ici aussi, c'est la fin d'une époque. Au centre du Cap se trouve le district 6, un quartier idéalement situé où Indiens, Noirs et Blancs cohabitent en bon voisinage. Une situation inacceptable pour le pouvoir. Après la démolition du district 6, l'endroit est resté à l'abandon jusqu'à nos jours. De nombreux habitants de ce pays ne sont plus revenus ici depuis 1963. Il ne reste pratiquement plus aucune trace de l'ancien district 6. C'était une époque formidable. On ne se faisait pas insulter. Les enfants grandissaient tous ensemble. Les métis, les noirs, les blancs. On était comme frères et sœurs. Quand le gouvernement s'en est mêlé, on a tous pleuré. Ça a été très dur pour tout le monde. Aujourd'hui encore, on en pleure. Je me sentais respectée et considérée comme un être humain. Le fait que j'ai 5 enfants et un salaire modeste n'avait aucune importance. Je savais que si mes enfants jouaient avec ceux de la voisine, elle leur donnerait à manger en même temps qu'à ses enfants. À Guguletu, les choses sont très différentes. Ça ne se passe pas comme ça. Le système classe les gens par catégorie. Toi, tu es métisse. Toi, tu es Soutou. Toi, tu es Kossa. Ça a accentué les divisions. Aujourd'hui encore, je suis triste. La tristesse est toujours là. Je me demande où est Mati et Maria, une femme qui vivait ici. Et tous les autres, où sont-ils? On n'arrivera jamais à oublier. La démolition de District 6 entraîne la disparition d'un quartier, mais aussi d'un art de vivre. Les gens sont séparés en fonction de leur couleur de peau. Les Noirs sont répartis selon leur appartenance ethnique. Le township de la population d'origine africaine s'appelle Guguletu. Il est situé à 15 km du Cap. Dans la désolation des bidonvilles, la révolte couve. Avec parfois de terribles conséquences. Un premier drame a lieu à Sharpeville. Le 21 mars 1961, à Sharpeville, une foule pacifique manifeste contre la loi sur les passeports. La police arrive sur les lieux. Sans sommation, elle ouvre le feu. Les gens s'enfuient pour sauver leur vie. « 300 blessés gisent sur le sol. « 69 personnes ont été tuées. La police leur a tiré dans le dos alors qu'elles tentaient de fuir. De violentes manifestations éclatent dans tout le pays.
le gouvernement décrète l'état d'urgence. La branche militaire de l'ANC est créée sous le nom de Umkhonto we Sizwe, le fer de lance la nation. Son objectif, rendre les villes ingouvernables. À partir de maintenant, la résistance contre le pouvoir inclut aussi des actes de sabotage. Walter Sisulu a renoncé à sa position pacifique. Comme de nombreux combattants de la liberté, Walter Sisulu est assigné à résidence. Il n'est pas autorisé à quitter sa maison de Soweto et tout contact lui est interdit. Du jour au lendemain, son univers se réduit aux 4 murs de son domicile. Mais cet isolement total lui est bientôt insupportable. Walter Sisulu décide alors de disparaître dans la clandestinité. À partir de cet instant, sa vie est menacée. What is our future? I want to make quite sure that I will not be misunderstood. I am not using this occasion as a platform for putting forward ideas other than those which I hope will help to bring unity, prosperity, and happiness to South Africa. Prospérité et bonheur, certes, mais pour qui? L'économie est en plein boom, notamment grâce à une main-d'œuvre abondante et bon marché. Les investissements réalisés dans le pays sont internationalement réputés pour leur rentabilité. Les rendements vont jusqu'à 40%. Les syndicats et les grèves sont interdits. Les heures supplémentaires ne sont ni comptabilisées ni rémunérées. L'apartheid profite au monde entier. Depuis son refuge, Walter Sisulu s'adresse à son peuple. L'ANC l'a installé dans une ferme isolée où il dispose notamment d'un émetteur clandestin. Rudi Bernstein lui a rendu visite récemment. Le message diffusé aujourd'hui sera le dernier, car l'endroit n'est plus considéré comme sûr. Sons and daughters of Africa, I speak to you from somewhere in South Africa. I have not left the country. I do not plan to leave. We face tremendous odds. We know that. But our unity, our determination, our sacrifice, our organization are our weapons. We must succeed. We will succeed. Amandla. Mais Sisulu, Bernstein, Mandela et leurs partisans ont été trahis. Le 11 juillet 1963, tous les chefs de l'ANC sont arrêtés par la police secrète. Le procès de Rivonia, qui a eu lieu suite à cette arrestation, a été un tournant majeur. Nous savions tous que ce serait extrêmement grave. Mon père était assigné à résidence, il devait respecter le couvre-feu et être de retour à son domicile pour 18 heures. Tous les jours, peu avant 18 heures, ma mère commençait à s'inquiéter. C'était l'hiver, et ici en hiver, la nuit tombe très tôt. Maman allait jusqu'à la grille d'entrée de la maison pour guetter la voiture de mon père. Quand il n'était pas rentré pour 18 heures, même les domestiques s'inquiétaient. Où est-il? Que lui est-il arrivé? Je ne dirais pas que nous étions terrifiés, mais nous étions très inquiets. Et un jour, maman m'a dit, il est arrivé quelque chose de terrible. Quand les chefs d'inculpation ont été connus, les avocats ont dit que les prévenus risquaient la peine de mort. Dans l'affaire Rivonia, du nom de la région où se trouve la ferme, les prévenus sont en effet accusés de sabotage, un délit considéré comme un acte de haute trahison. À Pretoria, le procès tourne à la caricature.
Des témoins sont soumis à des chantages. D'autres sont torturés. La presse est interdite d'audience. Hilda Bernstein esquisse quelques instantanés du procès. Nelson Mandela apostrophe le juge. I have cherished the idea of a democratic and free society in which all persons will live together in harmony and with equal opportunities. It is an idea for which I hope to live for and to see realized. But my Lord, if it needs be, it is an idea for which I am prepared to die. Rusty Bernstein sera relaxé. Les autres accusés sont incarcérés à la prison de Robben Island, une île tristement célèbre située à une vingtaine de kilomètres au large du Cap. Pendant de longues années, les prisonniers y seront coupés du reste du monde. Nous nous attendions au pire. Et c'est ce à quoi nous avons eu droit. Les conditions de détention étaient épouvantables. La nourriture, les mauvais traitements, la pression psychologique. Les visites étaient interdites, sauf une tous les 6 mois. Les lettres étaient interdites, sauf une tous les 6 mois aussi. C'était des conditions extrêmement dures. Neville Alexander passe 10 ans à Robben Island avec Sisulu et Mandela. J'ai été passé à tabac très violemment. Dans les 2 mois qui ont suivi mon incarcération, j'ai perdu l'usage d'un tympan. Pour survivre, l'important était de ne pas perdre notre dignité. Et puis la solidarité entre prisonniers était également essentielle. Les autorités ont essayé de nous diviser, mais nous avons su résister à chacune de leurs tentatives. Au début de l'année 1966, nous avons décidé de faire de ce lieu de pénitence un lieu d'études, en le transformant en une sorte d'université. Nous avons enseigné aux détenus analphabètes à lire et à écrire. Ceux dont la scolarité s'était arrêtée à l'école primaire ont pu développer leur instruction. Nous nous entraidions beaucoup. Ceux qui possédaient le savoir le transmettaient aux autres. Une des matières principales, l'histoire de l'ANC, est enseignée par Walter Sisulu, un détenu que tous apprécient. Dans la carrière de l'île, les détenus sont soumis à un dur labeur. Le pouvoir veut faire oublier au monde qu'ils existent. Tous les meneurs du mouvement de résistance sont désormais emprisonnés ou morts assassinés. Certains ont réussi à s'exiler, comme Hilda et Rusty Bernstein. L'Afrique du Sud est au bord de la paralysie. Le pays est mis au banc de la communauté internationale. L'ONU ajoute l'apartheid à la liste des crimes contre l'humanité. L'État raciste du Cap s'est isolé du reste du monde. Dans les rues, la violence règne. C'était une époque terrible. J'étais totalement désemparée. Je marchais dans les rues et je n'y comprenais plus rien. C'était comme si le pays se préparait à un immense enterrement. Tout le monde était désespéré à cause de l'absence de nos leaders. Mais il fallait absolument faire quelque chose. Joyce Chikakane vit à Soweto. Comme beaucoup de jeunes gens, elle rejoint la lutte politique.
Elle appartient à une nouvelle génération de résistants regroupés sous l'appellation de Black Consciousness, conscience noire. L'État réagit avec une répression accrue. Joyce est arrêtée et enfermée en cellule d'isolement. La première nuit, je l'ai passée à compter les fourmis qui sortaient de partout. Ensuite, je jouais à être aveugle pour tromper la monotonie de la prison. La nuit, je chantais et j'entendais les autres femmes chanter et je tapais contre les murs. Ils m'ont placé dans une cellule de condamnés à mort. Dans une des cellules où les femmes attendaient d'être pendues. Il me disait, pour toi, la route s'arrête ici. C'est fini pour toi. Tu vas être pendu. En 1976, le gouvernement impose l'apprentissage de l'afrikaans à l'école. L'afrikaans est la langue de l'apartheid, des bourgs, des oppresseurs. Cette décision met le feu aux poudres. Plus d'1 millier d'étudiants ou de lycéens sont abattus par la police. Mais cette fois, l'État raciste est allé trop loin. Les opinions publiques du monde entier condamnent l'apartheid. Un boycott international met le pays à genoux. La pression extérieure se fait plus forte, notamment sur les affaires économiques. L'État est en faillite. Sa politique raciste lui coûte cher. Même les jeunes blancs supportent de plus en plus mal de vivre dans un État policier. Le monde se mobilise sur un seul et même mot d'ordre, libérer Mandela. L'heure est venue. Mais l'Afrique du Sud devra patienter quelques années encore. Le matin du 2 février 1990, une nouvelle ère s'ouvre enfin. Le président Frédéric Willem de Klerk a pris, seul, une décision qu'il annoncera sans livrer le moindre commentaire. The steps that have been decided are the following. The prohibition of the African National Congress, the Pan-Africanist Congress, the South African Communist Party and a number of subsidiary organizations is being rescinded. I wish to put it plainly that the government has taken a firm decision to release Mr. Mandela unconditionally. I'm serious about bringing this matter to finality without delay. En quelques instants, l'idée d'une Afrique du Sud blanche a été enterrée. Le processus de paix peut commencer. Mais de nombreux Blancs ne comptent pas renoncer au pouvoir sans résister. À l'instigation des extrémistes blancs, ces écoliers scandent « Pendez Mandela ». Malgré les tensions qui persistent, celles et ceux qui ont combattu pour la liberté se retrouvent enfin, après 27 ans d'attente. Hilda et Rusty Bernstein, Walter et Albertina Sisulu. Le pays est au bord de la guerre civile. Blanc contre noir, noir contre blanc, les positions se durcissent. L'élan à peine amorcé risque de se briser. Ces manifestants chantent « On emmerde les bourgs ».
on va leur casser la tête. Mais l'histoire est en marche. Will you please raise your right hand and say, "So help me God"? So help me God. En 1994 se tiennent les premières élections démocratiques ouvertes à tous les Sud-Africains. Nelson Mandela est élu premier président noir à une écrasante majorité. Pour ce peuple traumatisé, la confrontation au passé s'annonce difficile. Sous la conduite de l'évêque Desmond Tutu, la commission Vérité et Réconciliation se met au travail, animée par l'idée que le pardon doit prévaloir sur le désir de vengeance. Les criminels qui acceptent de se repentir bénéficient d'une amnistie. Pour les victimes et leurs familles, ce moment sera particulièrement douloureux. Les Sud-Africains ont su faire preuve de magnanimité et d'humanité. Sans bain de sang, ils ont mis fin à l'un des régimes les plus violents de la planète. Match de football dans une rue de Soweto. L'équipe qui s'entraîne ici tous les samedis est multiraciale. Noirs, blancs, métis, indiens, tous ont aboli les barrières passées. Pour leur pays, c'est la plus belle des promesses d'avenir. Dans un instant, Jean-Christophe Victor décrypte les dessous géopolitiques de la Géorgie. Puis cinéma avec Midi 8 à l'est de Bucarest, un film satirique qui décrypte les contradictions de la Roumanie post-communiste.